Alors, ceci est une suite du cours de la TZ qu'on avait entamé la dernière fois. Donc, on va faire quand même un petit rappel par rapport à ce qu'on avait vu la fois passée. Donc, tout système linéaire et invariant va s'écrire de la sorte parce que, alors, la linéarité se voit à quel niveau? C'est ici, au niveau des y, n, x, n moins i. En fait, ils ne sont pas impliqués dans une opération non linéaire, donc ils ne sont pas impliqués dans une exponentielle, un log, une racine carrée, une valeur absolue ou des puissances. Quant à l'invariance, tout simplement, il est invariant du fait que les coefficients AI et BI sont des constantes parce qu'elles ne dépendent pas de n. Donc, quand on va passer à la TZ, on va tout simplement appliquer la TZ sur les deux bords de l'équation. Grâce au théorème du retard qui dit que la TZ de yn-i, c'est z-i y de z. De la même façon, la TZ de xn-i, c'est z-i xz. On va pouvoir extraire la fonction de transfert qui est tout simplement h de z, qui vaut y de z sur x de z. On se retrouve avec donc une forme, ce qu'on appelle rationnelle, puisqu'on a un rapport ici, un numérateur et un dénominateur. Bon, comme c'est des puissances négatives, on va tout simplement multiplier par z à la puissance 1 en haut, z à la puissance 1 en bas, ce qui fait qu'on va obtenir un numérateur en z et un dénominateur en z qu'on va pouvoir développer comme étant un produit de z moins zi, un produit de z moins pi. Alors, tout ce qui annule, alors le numérateur, on appelle ça des zéros. Tout ce qui annule le dénominateur, on appelle ça des pôles. Donc, les zi, ce sont des zéros, puisque si z vaut zi, on aura un zéro. Et les racines du nominateur s'appellent des pôles. Donc, on dit que la représentation des pôles 0 constitue une représentation complète pour toute fonction de transfert h de z, parce qu'en fait, grâce à cette représentation, qu'on va donner tout de suite, en fait, on retrouve toutes les informations utiles. Il n'y a qu'une information qu'on n'aura pas, c'est le gain. Si je suppose que j'ai un gain ici qui vaut 2 ou 3, il n'apparaîtra pas sur la représentation des pôles et des zéros. Alors, là, se fait tout simplement, tout bêtement, tout ce qui annule le numérateur, donc c'est des zéros, on va le représenter par des zéros. Ici, si je prends 3z moins 2 égale à 0, ça va me donner 2 tiers. Donc, je vais représenter un 0 en 2 tiers. Alors, ce qui va annuler le dénominateur ici, c'est z qui vaut 1, et puis z qui vaut moins 0,5. Donc, on va représenter une croix en 1 et une croix en moins 0,5. Alors, quand on disait représentation complète, c'est parce qu'en fait, on peut tout extraire du tracé des pôles et des zéros, y compris l'équation, parce que rien ne nous empêche ici de démarrer de ce tracé. On reviendra directement à cette formule. Tout ce qu'on ne pourra pas retrouver, c'est le gain, on n'écrira qu'à la place. Bien, donc la première chose qu'on va essayer de retrouver, c'est ce qu'on appelle la réponse intuitionnelle, c'est-à-dire h de n. Pour cela, on va reprendre l'exemple où on a h de n qui vaut à la puissance n u de n. On avait calculé la tz, on avait trouvé que c'était z sur z moins 1, et cette formule-là nous avait donné aussi, pour que la somme puisse se calculer, il fallait que module de z soit supérieur à module de 1, donc ça convergeait tout simplement à l'extérieur du cercle de rayon 1. Donc, si je fais ma représentation des pôles et 0, je me retrouve donc avec un 0 en 0 et puis avec un pôle en 1. Maintenant, ça dépend où est-ce que je vais situer mon 1. On va prendre un premier exemple. On va situer 1 entre 0 et 1. Donc, quand je rappelle, le but, c'est que nous, on ne connaîtra pas cette équation-là. On va démarrer d'ici et à partir de là, on va pouvoir esquisser, c'est-à-dire tracer approximativement la réponse impulsionnelle. Donc, sachant que si A se trouve ici, ça veut dire qu'il est entre 0 et 1. Donc, je me retrouve avec un A qui est compris entre 0 et 1. À chaque fois qu'on va le mettre en puissance, bien sûr, on va retrouver des valeurs de plus en plus petites. Si je prends par exemple A qui vaut 0,5, donc A à la puissance 0, ça va me donner 1. C'est ça, 0,5 à la puissance 0, ça va me donner 1. Ensuite, 0,5 à la puissance 1, ça fera 0,5. 0,5 au carré, ça me fera 0,25. 0,25 à la puissance 3, ça fera 0,25. Donc, forcément, le tracé sera comme ça. J'aurai quelque chose qui va converger, donc quelque chose qui va tendre plus ou moins rapidement vers 0 selon la valeur de A. Plus A sera petit, plus ça va tendre rapidement vers 0. Donc, ça, je pourrais l'appliquer tout le temps. Ça veut dire si A est entre 0 et 1, donc c'est plus petit que 1, forcément la puissance, ce sera des puissances de plus en plus petites. Ce même raisonnement, je vais l'appliquer en faisant varier A. Donc c'est sûr que si A vaut 1 à la puissance 1, c'est 1, donc j'aurai l'échelon. 1 à la puissance 1, c'est 1, 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 1 à la puissance
C'était prévisible, de toute façon, puisque a à la puissance 1, je vais retrouver u de n. Maintenant, si a est plus grand que 1, donc forcément, je vais avoir des puissances de plus en plus grandes. Si je prends par exemple a égale à 2, donc je vais démarrer forcément, donc 2 à la puissance 0, ça me fait 1, ensuite 2, ensuite 4, 8, 16, 32, 64, ainsi de suite. Alors, le même raisonnement peut s'appliquer si a est négatif, c'est pas plus compliqué, au module a est toujours compris entre 0 et 1. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends par exemple moins 0,5, je vais avoir moins 0,5 à la puissance 0, ça fait 1. Ensuite, moins 0,5 à la puissance 1, ça fait moins 0,5. Donc, je vais avoir 1. Ensuite, moins 0,5. Ensuite, moins 0,5 à la puissance 2, je vais avoir 0,25. Ensuite, je vais multiplier par moins 0,25, moins 0,5, je vais avoir moins 0,125. Donc, en fait, je vais avoir encore une réponse qui converge, sauf que un coup, elle sera positif, un coup négatif, un coup positif, négatif, mais dans tous les cas, j'aurai une enveloppe qui fait que, dans tous les cas, ça va tendre vers 0. Bien sûr, quand c'est pair, c'est positif, quand c'est impair, c'est négatif. Je peux réitérer le même raisonnement lorsque a vaut moins 1, c'est pareil. Donc, un coup, je vais avoir 1, moins 1, 1, moins 1, 1, moins 1, ce qui va me donner la réponse qui suit. De façon tout aussi logique, si a est plus grand que moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, le graphe est différent parce que je l'ai représenté, je l'ai redessiné en Python, pas avec MATLAB. Donc, pareil, donc je vais avoir une puissance négative, donc au départ. Donc, si c'est plus grand que moins 1, on va supposer que c'est moins 2, je vais avoir 2. Ensuite, moins 2. Pardon, je disais donc, moins 2 puissance 0, ça va me faire 1. Ensuite, j'ai moins 2 puissance 1 qui fera moins 2, moins 2 puissance 2 qui fera 4. Ensuite, moins 2 puissance 3 qui fera moins 8. Donc, ça va s'alterner, sauf que ça va aller en augmentant, puisque a, en module, est plus grand que 1. Donc, je me retrouve avec des valeurs qui sont de plus en plus grandes. Alors, un coup, c'est positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif, ainsi de suite. Donc, là aussi, on n'a pas pris une valeur spéciale de a. On a juste raisonné par rapport au fait que a était en valeur absolue plus grand que... Oui, là, il y a une erreur ici. A est plus petit que moins 1. Bien. Alors, ce raisonnement-là, en fait, on va le réitérer aussi quand on a une racine conjuguée. On avait vu la dernière fois que forcément, parce que souvent les coefficients de l'équation, les a, i, les b, ils sont réels, qui fait qu'on va se retrouver avec des équations à résoudre. Donc, si c'est du premier degré, on se retrouve avec une racine réelle. Si c'est de degré 2, on va se retrouver avec deux racines qui peuvent être soit réelles, soit racines doubles, soit complexes. Et qui dit complexe, dit donc deux racines conjuguées. Alors, on prend le premier cas. On prend deux racines conjuguées où on va prendre directement a qui vaut 1. Donc, si a vaut 1, on sait que ça, en module, ça va me donner 1. Puisque ça va me donner 1, on sait donc c'est à la puissance n. Tout simplement, je vais retrouver mon cosinus. Donc, on va retrouver un cosinus qu'on va tracer de la sorte. Bien. La question qu'on se pose, ça c'était le cas le plus évident puisque on a pris directement en prenant 1, c'est comme si on avait pris la TZ du cosinus. Bien, si vous avez marqué ici, je n'ai rien mis sur le numérateur. Comme tout à l'heure, en fait, ce qui va me donner la réponse impulsionnelle, c'est plutôt l'épaule. Le lieu des zéros m'importe peu ici, puisque ce qui impacte ma réponse impulsionnelle, l'avez vu tout à l'heure, je reprends l'exemple. En fait, ici, ce n'est pas le fait que z vaille 0 n'influe pas la réponse. J'aurais tout aussi bien pu écrire autre chose. Donc, en fait, ce qui importe, c'est la valeur du pôle. Donc, je reviens à mon exemple. Donc, cosinus. Donc, si je trace un cosinus causal, donc je me retrouve avec un cosinus qui va aller de 0 à plus l'infini. Maintenant, la question qu'on se pose, si A maintenant est compris entre 0 et 1, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je me retrouve avec donc un complexe qui a donc un module qui vaut A et donc une phase qui vaut 2pi f0n. Et il me manque le J ici dans mon expression à corriger pour la prochaine fois. Donc, alors, je me retrouve donc, si A est compris entre 1, ça veut dire que mon rayon est plus petit que 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, chaque fois qu'on va avoir un pôle conjugué, donc on a forcément un pôle conjugué, chaque fois que les pôles seront à l'intérieur du cercle, ça signifie que le rayon est plus petit que 1. Si le rayon est plus petit que 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir donc un cosinus que je multiplie par quelque chose qui va tendre vers 0. Donc, je me retrouve avec un cosinus amorti. De la même façon, si
ces deux racines-là vont se retrouver à l'extérieur du sac, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon rayon, cette fois-ci, mon rayon est beaucoup plus grand que 1. C'est-à-dire, j'ai pris encore une fois, oui, Nettybug. Alors encore une fois, là, oui, c'est bon, là, il n'y a pas d'erreur. A est plus petit que moins 1. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais me retrouver avec un cosinus, sauf que cette fois-ci, c'est un cosinus, c'est un cosinus qui va diverger du fait que A soit plus petit que moins 1. Donc, on se retrouve à la fin avec ce qu'il y a sur le support de cours. Donc, en fait, ce que vous avez là, c'est les différentes représentations qu'on vient de voir dans chaque cas. Alors, juste, faut faire attention ici. Celui-ci ne correspond pas à un pôle à l'extérieur du cercle, mais plutôt à deux pôles conjugués qui seraient tous deux, dont le rayon serait plus grand que 1. Voilà. Alors, au prochain cours, on devrait voir comment on va déterminer cette fois-ci la réponse fréquentielle, mais à partir toujours donc du tracé des pôles et zéros.